Tout le monde est là. Bon, très bien, on va commencer, ok. Merci d'être venu. Donc l'idée c'est de faire évidemment un bilan de la saison, et puis de commencer à se projeter sur la suivante, en répondant à vos questions, voilà. Sachant qu'on a quand même 2-3 infos à vous donner, évidemment. Voilà. Vous voulez commencer par les infos ou... Oui, on peut commencer par les infos. Ouais. Concernant l'effectif actuel, donc le club a proposé une prolongation de contrat à William Snaras d'une année supplémentaire. Proposition que Will a évidemment acceptée. Je pense convaincu, il vous en parlera lui-même, par le projet sportif, l'intérêt potentiel à disputer une Coupe d'Europe. Christophe en parlera après. Et donc certainement aussi le discours tenu par Elric, et je laisserai Elric à ce moment-là la teneur du discours qu'il a pu lui tenir, par son rôle, voilà, et son implication. Je pense que Will se sent bien chez nous. Donc cette prolongation le pousse jusqu'au 30 juin 2025. Autrement, vous l'avez lu déjà, fuitant du côté de Limoges, la signature pour 2 années de Wilfried Diégueté, donc son retour. Après 3 années auparavant passées chez nous, teinté d'un titre de champion de France en 2018, entre autres. Si vous vous souvenez bien, lorsque il nous a quittés pour Monaco, Will faisait partie des plans du MSB. On souhaitait le conserver. On lui avait fait une belle proposition à l'époque, une très belle proposition à l'époque. Mais malheureusement, on a vu face à nous Monaco avec des moyens et des ambitions qui étaient bien plus élevés que les nôtres. Donc c'est avec grand plaisir qu'on le retrouve chez nous. C'est quelqu'un avec lequel on a gardé tout le temps le contact, qui a toujours montré son attachement, lui et sa famille, au MSB, à la ville du Mans, à la vie au Mans. Et donc je ne vais pas dire que c'est assez naturellement qu'on a repris langue et qu'on a trouvé un accord pour 2 années supplémentaires, voilà, on reprend l'histoire, mais là aussi je laisserai à Elric les raisons pour lesquelles on s'est orienté vers Wilfried Diégueté. En conséquence de quoi, bien évidemment, Valentin Chéry nous quitte. Sachez que Valentin était d'abord celui que l'on avait envie de conserver, de poursuivre l'aventure ensemble. Une proposition lui a été faite, proposition qu'il a déclinée, et c'est suite à sa réponse que l'on s'est orienté vers Wilfried Diégueté. Voilà. Donc on a d'abord voulu conserver Valentin, et puis ayant d'autres aspirations, en particulier financières pour le coup, on a changé notre fusil d'épaule pour aller vers notre plan A de remplacement qui était Will Diégueté. Sur l'effectif actuel, donc sont toujours sous contrat, donc je vous l'ai dit, William Snaras, Marcus Gomis, Kenny Baptiste, qui est sous contrat avec nous pour une année supplémentaire, a accepté après négociation un accord de rupture, donc ne sera plus au MSB la saison prochaine. Voilà, dans les grandes lignes, les joueurs de l'effectif. Pour ce qui est de Abdoulaye Ndoye, une proposition lui a été faite d'une prolongation de 2 années également. Il nous a demandé un petit temps de réflexion, donc on pense obtenir sa réponse. On a demandé à obtenir sa réponse dans le courant de la semaine prochaine. On est plutôt optimiste. Très longtemps, Abdou a mis en balance une participation en Coupe européenne. Bon, je reviens toujours sur Christophe qui vous en parlera plus en détail sur les modalités de participation à la BCL. Je pense qu'il a l'élimination hier de Cholet nous est favorable en termes d'attribution de place. J'imagine qu'une élimination prématurée de Strasbourg ce soir face à Monaco fera définitivement pencher la balance
pour une reconduction d'Abdou, même si c'est pas forcément conditionné qu'à cela. Voilà pour nos joueurs. Sachez quand même qu'on avait proposé une prolongation également à Trestinkel, qu'il a décliné après un long temps de réflexion qui lui avait été offert. On a été un petit peu surpris, je ne vous cache pas de sa réponse, pensant en amont, suite surtout aux discussions, Elric vous en parlera, que tous deux ont pu avoir, que la tendance semblait favorable. Tress s'entend bien chez nous, conscient qu'il avait une place privilégiée à un développement réel dans notre structure. Bon, on n'a pas très bien compris, si ce n'est peut-être l'aspect financier qui a bloqué. À un moment de l'année où il a des aspirations, où son agent en tous les cas américain a des aspirations certainement plus ambitieuses en termes de salaire. Voilà, globalement la tournure de l'effectif à aujourd'hui. Pour tout ce qui est des autres joueurs, on est encore ouvert, même si on n'a pas fait d'autres propositions à d'autres joueurs. Mais on est ouvert en fonction du puzzle que l'on va construire tous ensemble. On est ouvert à d'éventuels retours de joueurs, on ne sait pas encore. Voilà, c'est pas assez bien défini et très certainement que la BSL pourra influencer nos choix et notre décision d'aller plus loin avec certains joueurs. Voilà. Je pense notamment au pivot, à George Carlton, ça a été une belle surprise cette année. Il sortait de la fac, il a fait une belle première saison. On sait que c'est un poste qui coûte cher. Est-ce que vous pensez faire une proposition ou c'est trop compliqué Comme je te l'ai dit, Alexis, c'est pas forcément le timing là, c'est une réflexion. La porte, elle va rester ouverte de notre côté sur justement la pleine conscience que le marché des pivots est sans doute le plus compliqué que celui des meneurs de jeu. Sur la période estivale, on l'a malheureusement payé pour voir tout l'été dernier. Ça a été la quête du 5 expérimenté qui correspondait au profil recherché, qu'on n'a pas trouvé. Voilà, qu'on n'a pas réussi à attirer, et pour une raison majeure qui n'était pas du tout une raison pour le coup budgétaire, parce que c'était la plus grosse enveloppe qu'on avait à disposition. Mais il n'y avait de la part de ces joueurs-là aucun intérêt à venir en France, chez nous, sans Coupe d'Europe. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette importance-là au moment du recrutement, c'est que ça soit un pivot ou tout autre joueur qui a déjà des références, ou en tous les cas qui a des ambitions légitimes à se montrer sur la scène européenne. Disputer une coupe est fondamental, puisqu'on avait systématiquement cette première question avant de parler de budget, de salaire ou de quoi que ce soit d'autre, de positionnement dans l'équipe. La première question qui était posée par les agents, c'est Coupe d'Europe, pas Coupe d'Europe. Voilà. Donc j'espère qu'on aura une bonne réponse à leur fournir d'ici une semaine ou 10 jours, pour nous faciliter justement ce champ des possibles qui était extrêmement restreint, réduit et frustrant l'été dernier. On se doute qu'il sera très demandé, mais Matt Morgan, est-ce que vous avez ou allez essayer ? On s'est un peu posé la question dans la pertinence à lui proposer quelque chose, dans le sens où lui montrer notre attachement et idéalement, dans un monde rêvé, l'envie de le conserver. On n'a pas tranché, parce que de peur d'être irrespectueux, quelque part, parce que conscient qu'on serait extrêmement loin des sollicitations qui pourraient être les siennes à l'étranger, et face auxquelles nous serions ridicules, très certainement. Donc Elric, je pense globalement tout le staff a su le lui dire, en d'autres mots, sans mettre un chiffre en face. Et quand vous ferez un petit bilan sportif avec Elric, pareil, il vous donnera sa version, ce qu'il a pu dire à Matt, mais je pense que ça se suffit de lui faire comprendre qu'on a été extrêmement heureux, chanceux aussi de croiser sa route, de faire une route commune, de le voir grandir avec nous, performer alors qu'il venait presque de nulle part, quoi. Et que quelque part, le MSB, comme d'autres joueurs par le passé, lui aura servi de tremplin, et c'est tant mieux.
Voilà, s'il peut quelque part représenter nos couleurs dans une belle écurie la saison prochaine ou dans les années à venir, on sera très fiers d'avoir participé à son essor, voilà, à sa montée en puissance, parce que je pense que c'est sportivement et médiatiquement au MSB qu'il aura démarré sa carrière. C'est bon ? Certains médias disent que vous auriez entamé des discussions avec Léopold Delaunay. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez en parler dès maintenant? Oui, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est que vous vous doutez bien que depuis à peu près février-mars, comme on le fait tous les ans, avec tout le staff, avec Christophe sur la partie budgétaire, on est obligé un peu d'anticiper ce qui va arriver. Donc d'ouvrir des pistes, en tous les cas sur des profils qui pourraient correspondre à ceux recherchés par Elric et son staff. Dans la mesure de nos capacités financières s'entend. Et Léopold Delaunay fait partie depuis quelques mois ou semaines, quelques mois de réflexion, mais il n'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres sur à peu près tous les postes, puisque vous l'avez bien compris, on n'a pas tant de joueurs que cela qui poursuivront l'aventure avec nous la saison prochaine. Donc en fait, à cause de cela, on est obligé de solliciter les agents, de prendre langue avec eux pour connaître la disponibilité de leurs clients, la pertinence qu'ils y trouvent si d'aventure on devait concrétiser et aller plus avant dans des discussions, que ce soit des discussions salariales ou en tête-à-tête, entretien avec Elric et un joueur visé. Donc Léopold Delaunay fait partie, oui, parmi tant d'autres, des joueurs, c'est vrai, qui sont susceptibles de nous intéresser et qui continuent de nous intéresser. Et sur Chiesa, il est resté 3 ans en club, on sait qu'il a eu énormément de blessures. Comme tu l'as dit, le poste de meneur, c'est aussi très compliqué sur le marché. Il a fait une fin de saison plutôt satisfaisante. Est-ce que le club a dans l'idée quand même de le conserver, ou avec ses blessures la balance Disons que là, tu mets le doigt sur un oubli. Chiesa est sous contrat. Voilà. Simplement, il a encore 1 an. Simplement, il a une clause de sortie qui lui permet de s'échapper. Voilà. Donc, on verra. On verra après tu l'as souligné, la réalité de son expérience chez nous a été malheureusement plombée par des blessures qui l'ont forcément affecté lui et impacté nous. Donc c'est un super compétiteur. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le sens de la marche voulue en termes d'engagement et de volonté d'aller de l'avant. Après, il a été, c'est vrai, sur les 2 dernières années, très handicapé, très embêté par des soucis. Mais bon, il a fini la saison, il a été un bon acteur des playoffs de son côté. Et donc c'est un dossier en suspens, voilà, avec cette clause. Est-ce que la BCL et éventuellement le départ de Terry peut vous donner des marges de manœuvre financières supplémentaires pour recruter? Alors financière, c'est Christophe qui y répondra. Sportivement, ça sera beaucoup plus aisé. Je vais donner un exemple théorique. Si vous avez un budget de 100 000 euros, sans Coupe d'Europe, vous êtes plutôt sur des joueurs qui vaudront entre 80 et 100. Voilà. Si vous avez une Coupe d'Europe, vous êtes plutôt sur des joueurs qui, normalement, sur le marché, vous aurez demandé 120, 150, et puis là, qui accepteront de prendre 100. Voilà. Je pense qu'il y a un delta à peu près de bonification, en tous les cas de 20% à minima, parce que pour tous les joueurs étrangers, c'est le cas aussi pour des joueurs français, hein, mais pour les joueurs étrangers, c'est une scène d'exposition, alors que la France est regardée, mais pas suffisamment. Vous prenez un exemple tout proche de nous, c'est celui de Bogdan Bliźniuk à Cholet. Je pense que s'il n'avait pas été extrêmement performant face à Cholet en FIBA Europe Cup avec Budivelnyk, jamais, absolument jamais, Cholet serait intéressé à lui.
pour finir la saison. Et parce qu'il a été, très bon et a failli sortir Cholet, ils se sont rendus compte que ce gars-là était intéressant et ils y sont allés. Donc tous les joueurs le savent. Dès qu'on est performant en Coupe européenne, puisqu'on voyage et donc on va se montrer à d'autres pays, donc à d'autres recruteurs, on ouvre quelque part ses chances d'être recruté à N+1 dans des structures plus huppées parfois, et en tous les cas avec une offre qui est beaucoup plus importante. Donc oui, c'est avoir une Coupe d'Europe, si on a cette chance-là, c'est une chance qu'on aura saisie, qu'on aura été chercher, ça sera facilitateur dans le recrutement, y compris à budget égal. 30, non, je me disais c'est une bonne transition pour toi. Mais... Toujours pas. Je pose des questions précises. Des questions d'Europe. Oui. Est-ce qu'il peut réfléchir à prolonger qu'un fonds de manqué? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas rien n'est fermé. Mais Elric, j'aimerais préférer qu'Elric vous parle dans son bilan sportif. Éventuellement, si vous voulez un bilan individuel, il dira là-dessus. Mais aujourd'hui, on s'est pas dit, lui, ça sera hors de question. Non, on a réalisé une très bonne saison. On a eu la chance d'avoir un groupe, moi insider, mais pas acteur, j'ai trouvé franchement parmi les plus agréables, les plus performance, on peut parler de performance de vie de groupe, mais et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs les déclarations de Thierry Tarpey, parce que quand on lui a demandé ses plus beaux souvenirs et relater tout ce qui se passe hors du terrain et pas les matchs, pas des, je trouve qu'au-delà du fait que ça représente le personnage, c'est aussi bien insister sur l'importance fondamentale qu'il y a à avoir un groupe sain qui vit bien ensemble. Et cette année, on a eu cette chance-là. Voilà. Alors, on essaye toujours d'arriver à cette finalité-là. On n'a pas la recette, on ne sait pas comment. Ça tient d'abord aux acteurs. On veut croire parfois qu'on a un petit rôle à jouer. Mais voilà. Donc Cameron a été incroyable aussi, comme beaucoup d'autres. Bullquall, enfin si c'est pour parler des tout derniers arrivants, des gars à qui on a demandé de se greffer sur un groupe qui était déjà incroyable. Voilà, donc pour Cameron, c'est comme tous les autres, à part Bull qui a re-signé à Cairns Taipans, évidemment, en Australie, mais tout est ouvert. Peut-être sauf Terry quand même. Bon, je crois que j'ai assez parlé, non? Ça serait pas mal. Je passe le relais là. Bon. Merci. Ah oui, d'accord. Je vais mettre des micros. Président, justement, vous aviez dit à l'époque, on ouvre la porte à un départ de Terry, il faut aussi que les clubs s'y retrouvent financièrement. Est-ce que c'est le cas? Oui. Oui, si bon, vous comprenez qu'on a officialisé son départ effectivement mardi. On s'est mis d'accord avec son représentant sur une somme, sur un transfert que le club va toucher sous réserve de visite médicale et ainsi de suite là où il ira. Mais oui, j'estime que les intérêts du club ont été préservés et respectés, tout en ayant à l'esprit que j'avais également promis à Terry qu'on ne freinerait pas son départ, puisque sportivement on n'était pas en mesure de lui offrir une évolution à laquelle il pouvait aspirer, je dirais. Voilà. Donc même si on fait une Coupe d'Europe, j'espère l'année prochaine. Donc voilà, oui, les intérêts du club pour moi ont été préservés. Et cet argent sera réinvesti dans la masse salariale? Bien sûr, intégralement. Intégralement. Oui, c'est un bonus, ça sera une somme exceptionnelle qui va faire partie de la masse salariale de la saison prochaine, masse salariale joueur de l'année prochaine, tout à fait. À quel point ça va changer la donne, par exemple, cette saison ou la précédente? Est-ce que ça fait une grosse différence? Non, ça fait pas une grosse différence. On n'est pas dans le foot. Enfin, voilà, Terry, il lui restait 1 an de contrat.
Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas demander 500 000 euros pour parler clairement. Voilà, vous ne pouvez pas espérer 500 000 euros de transfert pour un joueur qui a plus de 30 ans et à qui il reste seulement un an de contrat et qui n'a pas un salaire à 500 000 euros. Voilà, il y a quand même un minimum de base à respecter et qu'il faut avoir à l'esprit. Donc à l'échelle du basket, et en tout cas à notre échelle, c'est une somme importante. Dans l'absolu, voilà, ça ne va pas révolutionner la masse salariale du club, mais ça vient s'ajouter. Voilà. C'est même probablement peu par rapport à ce que le grand public peut avoir en tête quand on parle d'un joueur international. Je répète ce que je viens de dire. Je parle qu'on est dans le basket, qu'il lui reste qu'un an de contrat et qu'il n'a pas 20 ans. Qu'il a plus de 20 ans, malgré toutes ses qualités. Donc tout ça, c'est des éléments dont vous devez tenir compte au moment des négociations d'un transfert, qui sont, je le rappelle, très très rares dans le basket. Très très rares dans le basket, hein. Il y en a très très peu. Si vous enlevez les buy-out pour la NBA, voilà, pour les joueurs draftés, c'est très rare d'avoir des transferts, à part quelques clubs d'Euroleague qui achètent en cours de saison, on va dire, voilà, mais sinon c'est très rare. Est-ce qu'il y aura la possibilité, avec aussi cette manne financière, d'élargir le staff, peut-être sportif, médical? Est-ce qu'il y a une volonté d'évolution? Non, c'est pas prévu. Moi, je considère qu'on est suffisamment staffé aujourd'hui. Il y aura des évolutions dans le staff médical, Elric en parlera tout à l'heure, mais pas pour rajouter encore quelqu'un. Aujourd'hui, il y a Elric, il a 2 assistants à plein temps dédiés à l'équipe professionnelle. Il y a également Jordan Bernard, l'entraîneur des espoirs, qui est très impliqué sur le fonctionnement avec les pros, qui est complètement impliqué, il me semble, même au quotidien avec les pros. Donc pour moi, ça fait quasiment 3 assistants pour gérer. Le staff médical, il y a une kiné salariée, il y a un préparateur physique, c'est là que ça va bouger un peu, mais toujours salarié. Donc non, moi je vois pas aujourd'hui, il faut être raisonnable. Je pense que le staff fonctionne bien ainsi et il n'y a pas matière à l'élargir de mon point de vue, même avec une Coupe d'Europe l'année prochaine. Je considère qu'on est déjà staffé pour faire une Coupe d'Europe. Voilà. Et en termes de joueurs sous contrat, joueurs pro, est-ce qu'il faut aller plus loin pour la Coupe d'Europe? Ça, je posera la question à Eric. Voilà. Et sur les finances, effectivement, on voit plusieurs clubs, Limoges, Le Portel, enfin, il y a des problèmes. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui, certainement. Vous aurez des surprises, je pense, au moment de la communication des résultats comptables, clôture d'exercice. En plus, on arrive sur une saison charnière, alors je ne sais pas s'il va avoir finalement 4 descentes, enfin, je ne sais pas d'ailleurs... 3. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est totalement acté. Si, c'est acté. La saison prochaine, il y aura 3 descentes. Il y aura 3 descentes. Hein. Si, c'est acté. Effectivement, avec tous ces problèmes financiers. Oui, il y a beaucoup de clubs qui ont eu des problèmes financiers, qui se sont mal remis du Covid ou qui ont peut-être été trop optimistes. Voilà. Donc il y a des clubs qui vont afficher des déficits conséquents. Bon, ce qui ne sera pas le cas du MSB. Hein. On sera peut-être pour la première fois en léger déficit en fin de saison. Quand je vous dis léger déficit, c'est vraiment que ça n'impacte en aucune manière l'avenir du club et voilà, on verra. Nous, on va continuer et l'idée c'est de continuer à monter en puissance sur les budgets. Cette année, on finit à 6,6 millions quasiment. Alors, faire attention qu'on parle des chiffres, hein, puisqu'il y a les réalisés, il y a les budgets prévisionnels. Dans les 6,6 millions, il y a des transferts de charges. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça ne vous donne pas de marge supplémentaire. Hein, si vous avez des charges en face, des nouvelles charges, et vous avez des produits que vous devez comptabiliser. Mais on arrive quand même globalement à 6,5 millions sur le budget prévisionnel la saison prochaine. On part sur 6,5 millions, hors BCL pour l'instant. C'est celui qui a été présenté, moi, à la DNCG. Voilà, je trouve qu'on continue à solidifier nos ressources. Voilà, l'idée c'est toujours pareil, c'est de savoir comment on peut faire pour aller plus loin. Cette année, moi je veux vraiment insister là-dessus, il y a eu une moyenne de spectateurs qui est exceptionnelle, c'est-à-dire qu'on finit, pour être précis, à 5321 spectateurs de moyenne. C'est excellent, et je précise même que si on n'avait pas fait ce fameux match contre Strasbourg à 14h un samedi, où ça a été une purge absolue, je parle d'affluence, on serait à 5430, qui est le record historique du club, voilà, même devant la saison 2017-2018, hein, qui est la saison de référence. Donc, et cela sans avoir été exceptionnel dans nos résultats à domicile. On fait 12-5 à domicile en saison régulière.
c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. Donc ça veut dire que le public est venu aussi pour d'autres raisons, pour le spectacle proposé, par le jeu proposé par l'équipe d'Elric, et puis nous par tout ce qu'on a pu mettre en place, je pense, à côté aussi pour faire en sorte que le public revienne au-delà des résultats. Voilà. Donc on est sur la bonne voie. Après, il faut continuer à travailler avec les partenaires privés aussi, évidemment. Mais là, on est limité, c'est-à-dire qu'on est contraint parce qu'on manque d'espace, je le dis clairement, hein, on manque d'espace de réception à Antares. Nous, on vend beaucoup d'hospitalité, beaucoup de RP. C'est notre modèle économique. On ne vend pas de la visibilité, hein, vous savez qu'il n'y a pas de droit télé en basket, donc c'est dur de vendre de la visibilité à des entreprises nationales ou les entreprises nationales dont le siège est au Mans. On en a quelques-unes, mais c'est ce qu'elles demanderaient pour nous accompagner de manière plus conséquente. Donc on doit réfléchir et travailler encore sur comment grandir. Donc là on est à 6,5 millions. Je voudrais vraiment que sur les 3 années à venir on aille chercher au moins les 7,5 millions, quoi. Voilà, ça serait bien, parce que je pense qu'on est il y a des clubs aujourd'hui qui ont pris le large en termes budgétaires. Évidemment Monaco et Villeurbanne, mais Paris, on n'en parle pas beaucoup de Paris, hein. Ils n'ont encore pas fait les playoffs, hein. Je ne veux pas leur taper dessus, mais avec les moyens dont ils disposent, c'est quand même assez incroyable 2 ans de suite de ne pas faire les playoffs. Mais tu parlais tout à l'heure des clubs en difficulté financière. Effectivement, il y a des. Bon, je ne vais pas vous donner les noms parce que c'est pas à moi de le faire, mais au-delà de ceux que tu as cités, voilà, il y en a d'autres et des clubs importants. Voilà, on voit que Pau s'est pas relevé de ce qui s'est passé les dernières, de ce qu'ils ont fait les dernières. L'ancienne équipe dirigeante, hein, je le précise parce que je ne voudrais pas que les dirigeants actuels le prennent pour eux, mais voilà, ils ont triché il y a 1 an. Quelque part, ils sont sanctionnés aujourd'hui, voilà, et sûrement plus durement que s'ils avaient été sanctionnés l'année dernière. J'espère qu'ils vont s'en relever, hein, parce qu'on a besoin de Pau dans l'élite du basket, hein. C'est un grand club, voilà. Mais et puis il y a d'autres clubs qui ont triché cette année, hein, on va pas revenir dessus, mais il y a d'autres clubs qui ont triché qui sont pas très durement sanctionnés, je trouve. Voilà, ça me gêne terriblement, par contre. Voilà. Tu parles de l'Asvel ? Oui, je parle de l'Asvel, bien sûr. Tout le monde le sait. Quand je vois qu'au final ils prennent juste une victoire et 25 000 € d'amende, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé, dans les instances, hein, j'entends. Moi je trouve ça scandaleux. Voilà, je trouve ça scandaleux. J'ai beaucoup évidemment de respect et d'estime pour Tony Parker et Gaëtan Muller notamment, mais je suis désolé, ce qui s'est passé là, c'est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Quel bilan tu fais de cette saison avec, c'est vrai, des joueurs en pivot qui n'avaient jamais joué en Europe, Morgan qui venait des 2 Turcs, un moyen d'âge quand même assez jeune. C'est d'arriver à la 6e place, effectivement, on l'a dit, être rivalisé par les équipes d'Euroleague, c'était presque le début de la saison inimaginable. Comment tu voyais les choses ? Oui, je pense dans les projections spécialistes basket, on était projeté 10e ou un petit peu plus bas, donc c'est vrai que on n'a pas. Enfin, souvenez-vous, hein, en 2018, quand le MSB est champion, si je vous dis que l'année suivante, on a un joueur qui sort de D2 turc, un qui est dernier d'Allemagne, un dernier d'Italie, 3 de Pro B, bon, tout le monde. Tout le monde n'est pas forcément les plus contents, et je pense que l'équipe l'a bien rendu sur le terrain ou a continué à progresser. Il y a des hauts, il y a des bas, comme beaucoup de jeunes équipes. Je pense qu'on est la plus jeune en moyenne d'âge. Donc ce qui a été agréable, c'était de travailler avec eux toute l'année. Les semaines sont longues, c'est en Coupe d'Europe. Et ça a été très agréable de travailler avec eux. Ils ont tous beaucoup progressé. Et voilà, donc ça veut dire que tout le monde était impliqué et qu'on a fait ce qu'on avait à faire. L'arrivée de Yegete aussi, c'est apporter de l'expérience. On sait effectivement que c'était la plus jeune moyenne d'âge, même si c'était pas forcément peut-être votre choix numéro 1 avec Chéri, mais c'est bien aussi, ça permet d'apporter de l'expérience au groupe. Oui, bon, quand on a regardé, du coup, Will s'est très vite imposé. Alors, certes, basketement parlant, puisque au-delà de son état d'esprit, son côté très combatif sur le terrain, en défense, il y a, je pense, des zones offensivement où on peut l'utiliser un peu différemment. Mais c'est aussi avoir quelqu'un d'expérience, quelqu'un que ce soit en Coupe d'Europe ou pour les playoffs par exemple,
Un truc tout bête, hein, quand on a quasiment personne de l'effectif qui a joué des matchs de play-off, on est surpris sur un premier match de l'intensité. Et aussi un leader de vestiaire. Je pense que c'est aussi, surtout avec le départ de Terry, c'est quelque chose qui est important, que l'on ne perçoit pas sur une ligne de stats, mais qui est fondamental dans la vie d'un groupe. Pour toi aussi, cette saison, malheureusement les dernières saisons, il y a eu des impacts avec les blessures, donc vous n'avez pas forcément fini à un rang que vous souhaitiez. Là, c'est bien pour toi aussi, dans ta carrière de coach, tu valides une 6e place, de demi-finale. Pour toi, ça doit être important dans ton évolution. Moi, je m'en fous. Je vais être honnête, je m'en fous. Ce que je veux, c'est gagner le plus possible. Que ça soit bien pour ma carrière ou pas, tout ce que je vois, c'est que plus c'est bien pour les MSB, plus c'est bien pour moi. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, hein, pour tout. Mais là, pour le coup, en termes de victoire et du côté compétition, il y a, je pense, pas plus égoïste qu'un entraîneur. Parce que comme tu l'as dit, sa carrière est surtout adressée par rapport aux résultats de son équipe. Quel que soit le travail qu'il fait d'ailleurs, qu'il soit bon ou moins bon. Moi, voilà, l'idée c'est toujours d'essayer de progresser, d'essayer de tirer le meilleur parti de ce que l'on peut. On a eu des défaites où on peut se dire celles-là on n'aurait peut-être pas dû les avoir, mais en même temps tout le monde a perdu contre des petites équipes. On a aussi gagné des matchs qu'on n'aurait pas dû gagner, je pense de base, hein, sur un postulat de base, je pense à Dijon, je pense à Limoges, parce qu'on joue Limoges en début de saison, pas en fin de saison, à Monaco, à Lasvel, à Cholet, qui sont aussi des très grosses victoires. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est toujours progresser et essayer de tirer le plus possible de ce qu'on peut. Toi, tu aimerais garder Chiesa? Non, Chiesa, comme tous les joueurs, comme tous les joueurs, il y a des côtés pour, il y a des côtés contre. Ça, c'est valable, mais c'est valable pour tout le monde, hein, y compris les joueurs que l'on recrute. Chiesa a un état d'esprit qui correspond au MSB. Chiesa est un joueur qui est performant quand il est en bonne santé. On l'a vu sur cette fin de saison. Je me souviens du match à Lasvel, par exemple, où il marche sur l'eau. Pendant la saison. Et effectivement, c'est embêtant qu'il soit régulièrement blessé. Après, ça n'a pas été le seul. Terry a souvent été blessé aussi, ça n'a pas empêché d'être performant. Donc non, après ça va être une construction d'équipe et on va voir comment faire. Avec la BCL, il va falloir avoir davantage de joueurs sous contrat pro sur le banc? Alors oui et non. Oui, dans le sens où si BCL, on va certainement partir avec 10 pros qui vont jouer. Là où si on n'a pas la BCL, peut-être qu'on partira plus sur du 9+1 avec ce +1 qui est plus un jeune joueur. Voilà, donc on en saura plus très bientôt. Quel regard tu portes sur la saison de Mathias ou Noah? Un Noah exceptionnel. À l'entraînement, c'est exactement le type de joueur qu'on va appeler. Comment on peut appeler c'est pas un joueur à potentiel très haut niveau, ce qui n'est pas péjoratif, au contraire. Mais c'est un joueur qui, aime le basket, qui a toujours tout donné, qui à l'entraînement a toujours apporté de la bonne humeur, a toujours été dans une intensité maximale. Par moments, sur des 5-5, on peut avoir ce jeune joueur qui va rester 10 minutes sur le côté, donc il devient froid, et on entend souvent des joueurs qui rentrent par exemple, j'ai besoin d'un peu de temps pour me chauffer. Bon, pas lui, donc il est exactement dans son rôle, et c'est aussi important d'avoir ce genre de joueur là. Sur Mathias, je pense qu'il y a une bonne évolution en termes de développement. Maintenant j'attends un peu plus, et c'est plus dans la maturité qu'autre chose. Et pour Raphaël, ça suit son cours. Il sort d'une grave blessure, donc
donc il était mieux qu'espéré au départ. Il a un potentiel, je pense que il y a certaines limites qu'il doit arriver à franchir, mais qui ne sont pas infranchissables. Et Hugo revient de près à Évreux. Il est toujours sous contrat. Oui. Contrat stagiaire. Contrat stagiaire. Oui, mais ça fait partie des pistes possibles pour nous. Donc voilà, suivant BCL, pas BCL, comment on articule, ça dépend aussi des joueurs que l'on peut recruter sur un puzzle. Donc ça a un impact. C'est pas, on n'empile pas les joueurs, on fait une équipe. Donc pour faire une équipe, quand on arrive à avoir des joueurs qui ont tel profil, ça veut dire qu'à côté il faut d'autres profils pour que tout le monde puisse jouer ensemble et qu'on soit performant ensemble. L'idée c'est pas de prendre les 10 meilleurs joueurs possibles, c'est qu'on ait la meilleure équipe possible. Donc Hugo rentre dans la réflexion pour l'année prochaine. Tu parlais de départ de Terry, départ du capitaine. Wilfried Yagueté pourrait avoir le profil pour être capitaine? Oui, il peut. En tout cas, je compte sur lui pour être un leader de vestiaire. Après, il n'y a pas besoin d'avoir le brassard de capitaine pour être un leader. Mais bon, ça, on en discutera sur la pré-saison. Généralement, moi, j'aime bien quand une partie de la pré-saison est passée et que c'est les joueurs qui choisissent leur capitaine. L'effectif va être donc très largement renouvelé, je veux dire un peu comme chaque année. Peut-être non, c'est faux. On est l'une des équipes les plus stables sur les 2 ou 3 dernières années. Donc cette année, ça va être plus... Mais cette année, c'est un petit peu plus, oui, a priori. Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que c'est bien d'avoir de la latitude pour participer à la construction de l'équipe? Est-ce que c'est un problème de repartir d'une base plus étroite? Moi, je préfère garder un maximum de joueurs d'année en année parce que ça permet de construire, ça permet de ne pas repartir à zéro, ne serait-ce que créer un groupe où je parle même pas du jouer ensemble, mais que les joueurs apprennent à se connaître, apprennent à jouer ensemble après dans un deuxième temps. Donc on repart de zéro, plus on change de joueur, plus on repart. Après, on n'a pas forcément le choix non plus. Voilà. Le choix de Tress, on en a parlé un petit peu, c'est vrai que c'est étonnant. Il y a en plus potentiellement la BCL, donc il aurait eu un step dans sa carrière. Comment tu as reçu, bon, on sait que tu es proche de tes joueurs, je pense que tu en as parlé pas mal. Comment tu as appris cette décision? Honnêtement surpris, puisque sur les discussions que j'avais eues avec lui, je pense que c'est on oublie qu'il vient du dernier d'Italie l'année dernière, où je crois qu'ils ont gagné 4 ou 5 matchs ou quelque chose comme ça. Donc ça a été une année difficile pour lui. Je pense qu'ici il était bien et heureux. Je pense qu'il était bien utilisé aussi. Je pense que sa blessure l'a stoppé parce qu'honnêtement, s'il se blesse pas et qu'il continue la progression qu'il a montrée depuis le début de saison, de toute façon il devient intouchable pour nous. Je vais être très honnête. Donc un peu surpris, surtout que lui m'avait dit qu'il aimerait bien rester aussi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une histoire d'agent aussi derrière. Mais après, la porte est ouverte. Moi, je lui ai dit, tant qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, si à un moment tu reprends tes esprits et que tu as envie de revenir, tu es le bienvenu. Oui, il peut faire volte-face, c'est pas encore définitif. Ah non, pas du tout. C'est la porte ouverte jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un que l'on souhaite. Une fois qu'on aura trouvé quelqu'un, ben là... Sur Will, donc il va rester. Cette saison, il y a eu des blessures, il a peut-être pas continué sa progression. Qu'est-ce que tu penses de sa saison? Je pense que sur la première partie de saison, c'est probablement l'un des tout meilleurs postes 4 de tout le championnat. Il a été énorme, extrêmement impactant en attaque, en défense. Sa deuxième partie de saison n'est pas suffisante. Mais il en a conscience et c'est vrai que sa blessure l'a éloigné des terrains quand même pendant 2 mois. C'est un joueur c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que même en pré-saison, tous les jours, il va faire de la muscu, il va travailler sur le terrain, donc là, être obligé de s'arrêter pendant 2 mois sur les compétitions, mais au moins 4 à 5 semaines à pas pouvoir faire grand-chose, ça a été dur pour lui. Pour autant, il remontait là en puissance sur la toute fin de championnat, donc c'est un joueur impactant. Voilà, sa progression est très forte depuis qu'il est arrivé, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Ça reste un jeune joueur.
sur ton poste de pivot, tu recherches quel profil? Donc là, vous aviez trouvé cette bonne pioche Josh. Bon, c'est peut-être pas fermé, mais quelle idée tu as sur ce poste? Je pense que déjà la signature d'Abdou, donc on attend la confirmation, mais va changer des choses. Comme j'ai dit, ça a un impact. Chaque fois qu'on ajoute un joueur, ça a un impact et ça change les choses. Je pense que de base, il y a un peu plus de verticalité. Peut être bien. Après, on verra aussi ce qu'on peut avoir. L'éventualité ou la perspective d'une présence en compétition européenne, qu'est-ce que ça change pour la construction de l'équipe? Est-ce qu'on veut plus d'expérience, par exemple, pour affronter ce type de match? Je le dis souvent, mais l'expérience n'est pas une compétence. L'expérience, c'est un moyen d'acquérir des compétences. Savoir que quand on arrive sur des playoffs, l'intensité est plus forte que n'importe quel match qu'on a pu jouer pendant la saison, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais il faut le vivre pour l'apprendre. Voilà. Donc c'est pour ça que l'expérience est intéressante. Sur la Coupe d'Europe, c'est un petit peu la même chose. Donc oui, c'est toujours intéressant, mais pour autant, il me semble que Bonn, qui a gagné la BCL cette année, n'était pas vraiment l'équipe la plus expérimentée à ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, mais c'est pas nécessaire non plus pour arriver à être performant. Ouais. La question de la tasse, est-ce que ça change d'une manière ou d'une autre votre approche, vos critères? Ça peut être sur les styles de jeu. C'est pas un critère. Il y a Will Yeget qui arrive aussi, qui m'a donné ça. On est quand même assez optimiste pour Abdou, qui accessoirement a gagné l'Eurocup il y a 2 ans. Donc il y a des joueurs qui ont cette expérience-là aussi de Coupe d'Europe. Et pour moi, après, dans les critères de choix de joueurs, c'est ce qui va m'intéresser, c'est comment on va jouer ensemble. C'est-à-dire si j'ai le choix entre un joueur qui n'a pas d'expérience de Coupe d'Europe, mais qui est exactement dans le profil qu'il nous faut, ou un joueur qui n'a pas tout à fait le profil, mais qui a l'expérience Coupe d'Europe, je vais prendre celui qui n'a pas d'expérience. Donc l'idéal, c'est de tout avoir, mais il faut prioriser. Sur le profil de l'équipe, justement, le profil collectif, j'ai envie de dire, est-ce que tu as envie de retrouver une équipe qui aura à peu près les mêmes caractéristiques que celles que tu avais cette année? Ou alors est-ce qu'il y a certaines caractéristiques que tu aimerais voir évoluer dans ton groupe pour l'année prochaine? Pour moi, il y a 2 choses. Il y a l'ADN. L'ADN, depuis que je suis l'entraîneur du MSB, il n'a jamais changé. Vouloir défendre ensemble, vouloir se passer le ballon en attaque, ça n'a jamais changé. Après, il y a le comment on le fait. Et ça, par contre, ça a changé. Chaque année, c'était un peu différent. Chaque année, il y avait la manière était différente, même si l'ADN était la même. Donc, ça sera différent l'année prochaine. Puisque par définition, si on n'a pas la même équipe, il y aura forcément des profils différents, donc une manière différente. Mais l'ADN, lui, il restera le même. Ça, par contre, je ne dérogerai pas. On n'aura pas une équipe à 10 passes en moyenne la saison prochaine. Est-ce que le programme de l'intersaison est établi? Quasiment. Puisque le championnat a été avancé. Non, il y a juste un changement parce que le championnat va reprendre le 16 septembre. Donc c'est avancé d'1 semaine par rapport à cette saison. Donc par rapport à ce que Vincent avait calé avec Elric, un programme habituel, je dirais, et notamment le tournoi ProStar qui devait se dérouler à Angers autour du 16 septembre, justement. Ça, c'est plus possible. Donc ça change un peu la donne, mais il reste un match à caler, je crois. Dans le détail, on reprend le 7 août. On a aujourd'hui de programmer un match le 25 août à Jarry contre Blois, le vendredi 25 août. Ensuite, on aura un tournoi le premier week-end de septembre à Vannes, traditionnel, pour lequel nous sommes toujours invités, et le trophée de la Sarthe le week-end suivant. Et le match dont parle Christophe à rajouter, c'est le squad Elric, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 5 matchs, là où on était parti sur une base de 8. 8 étant vraiment le maximum, je crois, pour toi. Mais 5, c'est le minimum. Et c'est même en dessous du minimum. Donc on va essayer de caler un match
sur une date assez précise, le 28 ou le 29 août. Et on a eu une sollicitation de la part du club de l'US Laval, qui a perdu avec l'annulation du ProStar cette affiche à laquelle ils tiennent beaucoup. Et donc si leur salle est disponible le 28 ou 29 août, qui est une date choisie par Elric dans notre calendrier, on essayera, tant que faire se peut, d'y aller évidemment, mais en trouvant un adversaire qui soit un adversaire compétitif, voilà, pour donner de la consistance à simplement un programme qui serait alors de 6 matchs. Ça, c'est la version de qualification directe en BCL. J'imagine que la pré-saison ne sera pas la même. Si, parce que si tu veux, on peut pas changer de fusil d'épaule. On a pris des engagements. C'est déjà difficile d'établir un calendrier de pré-saison avec cette date un peu inattendue de reprise du championnat avancée d'une semaine. Donc, globalement, ce sera peu ou prou le même programme. Parce que je crois que le tour préliminaire de BCL est prévu fin septembre. Donc le championnat aura déjà repris de toute façon, donc là ça n'aura pas d'impact sur le... Là c'est pas comme au foot pour le coup, donc ça change ton programme estival. Et c'est pas la même chose que la précédente expérience de tour préliminaire, je sais plus si c'était ça. À Sofia, il y a 2 ans. Pas une bonne expérience du coup. Non. Non, pas une bonne expérience. Mais ouais, je reviens sur ta remarque tout à l'heure sur les clubs en difficulté. Je m'en réjouis pas du tout, hein, mais voilà, à un moment donné, quand tu vis au-dessus de tes moyens et que tu fais n'importe quoi, t'es rattrapé par la patrouille, quoi. Hein. Voilà. De toute façon, je pense qu'à moyen terme, t'as toujours ce que tu mérites. Hein. Donc voilà. Donc on va passer à 16. Pour terminer. Pas moins, parce qu'il y a quand même une interview de Tony Parker en match retour dans le Progrès. Il a dit que lui, il pense que ça serait bien d'être à 14. Top 12 aussi peut-être. Ouais, ouais, alors on peut attaquer le débat. Et top 12, ouais, et pourquoi pas un top 8 et tout seul et faire que l'Euroleague. J'allais faire que l'Euroleague, c'est un autre championnat. Je comprends, lui, sa position par rapport au fait qu'il dispute l'Euroleague. Voilà. Moi, je vais penser aux clubs qui disputent pas la Coupe d'Europe. Et si on... Déjà 16, c'est... Voilà, on va pas relancer le débat. C'est pour ceux qui font pas la Coupe d'Europe, ça fait 15 affiches garanties simplement à domicile. Quand vous voulez occuper le terrain toute la saison, c'est un peu compliqué. Alors d'un autre côté, nous on veut l'occuper toute la saison. C'est souvent un débat qu'on a avec Eric et Vincent. Les joueurs, eux, voudraient que ça soit plus court, enfin, notamment les Américains. Voilà, mais top 14, non. Non. Enfin ça, je militerais contre. Voilà. Je pense que c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Voilà. Vous allez avoir, je sais pas, en Coupe d'Europe l'année prochaine, vous allez avoir les 2 équipes d'Euroleague. En Eurocoupe, vous allez en avoir, je sais pas, 2 ou 3. Je sais pas, ils fonctionnent sur invitation. Hein, on le rappelle. Hein, c'est pas la Ligue qui décide. C'est Paris. Oui, Paris va y retourner parce que là c'est l'Eurocoupe et après ça sera l'Euroleague de toute façon. Enfin, c'est programmé comme ça, mais ça s'entend. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Bourg-en-Bresse va sûrement vouloir retourner en Eurocoupe. Après, je sais pas ce que va leur faire Boulogne par exemple. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a d'autres candidats à une wildcard en Eurocoupe? Je ne sais pas. Et la BCL, vous n'allez pas avoir 5 équipes françaises en BCL non plus. Voilà. Et puis là, il y a la FIBA Europe Cup, hein, on peut en parler. Cholet, oui, Cholet, formidable cette année. Donc ça fait beaucoup de bruit sur Cholet, c'est bien, ils ont vécu un moment fort. Mais je répète, quoi, à part... on peut pas se rappeler un adversaire de Cholet. Ils sont allés en finale d'une Coupe d'Europe et on se rappelle pas du nom d'un adversaire. Poser les limites quand même de la compétition. Hein. Sachez que ça discute toujours entre, on va dire, l'Eurocoupe et la BCL. Voilà. Et je pense qu'à terme, on va arriver à la fusion entre ces 2 compétitions, peut-être dans un an. Donc il y aurait l'Euroleague, une C2 BCL si vous voulez, et la 3e FIBA Europe Cup, ça aurait plus de sens, avec des formats de compétition qui vont évoluer. Ce qui serait du bon sens. On va finir par arriver avec quelque chose de compréhensible. Ouais, non mais l'idée c'est ça, t'as raison, l'idée c'est ça. Là aujourd'hui c'est difficile. Hein. Nous c'est. Moi ce que j'explique à la Ligue, c'est quand même. Je vais pas le redire, c'est quand même très embêtant de ne pas savoir, alors que notre championnat est terminé, qui fait une Coupe d'Europe ou pas la saison prochaine et combien il y a de place dans cette compétition. C'est ça le problème. Il faudrait qu'au foot, tout le monde a suivi. Le foot, ils font pas que des mauvaises choses. Hein. Il y a des choses, c'est très clair. Hein. Vous savez, au fur et à mesure, on voyait bien des tours de Coupe d'Europe. Ah bah tiens, là, mince, les Hollandais, ils ont gagné, les Portugais, ils ont gagné, pas nous, donc on va perdre une place. Bah, nous, on connaît le ranking de la BCL. La France a terminé 3e nation européenne
du ranking de BCL. C'est très très bien. Bah ouais, mais en face, on ne sait pas combien de clubs ça engage. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue de ne pas savoir. Je vois pas l'intérêt de savoir qu'on est 3e. Et surtout, c'est que ça ouvre à toutes les supputations voilà, sur ce qui peut se passer, des discussions. Ah bah oui, mais là ils ont terminé. Non, c'est eux et 6e. Ah, je sais pas. Voilà. Donc c'est pas clair. Voilà. On peut pas dire autre chose. Donc on attend, mais voilà. On sait le minimum qu'il y aura. Voilà. Le strict minimum. Et on saura mardi ce qu'il en est. Ok.